des podcasts de Radio Vatican. En Côte d'Ivoire, des tirs ont été entendus au siège de l'état-major d'Abidjan, tandis qu'à Bouaké, deuxième ville du pays, plusieurs centaines de militaires, des anciens rebelles, bloquent tous les accès à la ville. Déjà, dans la nuit de jeudi à vendredi, les soldats de la caserne du 3e bataillon d'infanterie ont fait entendre leurs armes, provoquant l'inquiétude de la population. Ce vendredi 12 mai, les banques et de nombreux magasins de Bouaké sont restés fermés. Ces militaires font entendre leur mécontentement au lendemain pourtant de la diffusion à la radio-télévision d'une cérémonie montrant quelques mutins présenter des excuses au président Ouattara pour les troubles du mois de janvier dernier. Une cérémonie enregistrée sans la présence de journalistes. Le point sur ces tensions avec Michel Galli, politologue spécialiste de la Côte d'Ivoire. C'est une sorte de mobilisation, comme vous dites, ou de revendications corporatistes récurrentes, puisqu'au fond, les mutins qui sont en fait des rebelles qui ont porté au pouvoir Alassane Ouattara et qui ont été dirigés par Guillaume Soro, pensent que le gouvernement actuel a des dettes envers eux, ce qu'ils appellent notamment les primes ECOMOG, qu'ils ont fixées eux-mêmes à 18 millions de CFA, à payer une partie cash et l'autre partie à tempérament, en quelque sorte. Ils se font entendre et pourtant, il y a eu cette cérémonie hier en présence du président Ouattara, lors de laquelle des mutins s'excusaient pour les faits passés, mettant fin à leur mouvement. C'était plus une opération de propagande sur la radio-télévision ivoirienne de la part du régime qu'une réalité. Le gouvernement, chaque mutinerie, essaie de convaincre, voire de corrompre des leaders des mutins et de ne pas payer, puisque effectivement, dans le contexte notamment d'une baisse du prix du cacao et d'emprunts massifs successifs, le régime est en difficulté économique. Donc les primes des mutins n'arrangent pas la situation. Mais c'était, à mon sens, juste une opération de propagande. Cette cérémonie a eu lieu sans médias, il y a eu un montage, puis ça a été diffusé sur la radio-télévision. Pourquoi est-ce que le président Ouattara aurait besoin de montrer que tout va bien, que cette situation est résolue? Effectivement, c'est un montage surtout en direction de l'extérieur, puisqu'il se livre à une série d'emprunts sur les marchés internationaux. Et évidemment, que ce soit pour les prêteurs ou que ce soit pour les investisseurs, les bailleurs de fonds, un pays où il y a des mutineries successives, ce qui montre que quelque part, comme on disait à l'époque, le pouvoir est au bout du fusil et non pas dans les institutions, est un régime fragile. Et donc, le régime fait une propagande réitérée sur les médias, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité, notamment militaire. En même temps, le président Ouattara doit bien se rendre compte que ça peut susciter des réactions épidermiques de la part de mutins qui n'ont pas été informés ou qui découvrent cette cérémonie. Ah oui, tout à fait. Là, c'est sûr que les réactions aujourd'hui dans Bouaké sont la conséquence de cette opération de propagande manquée, en quelque sorte, qui est, à mon sens, c'est un peu surréaliste puisqu'elle correspond à l'inverse de la réalité. Pardonnez-moi, mais du coup, le président fait fi des réactions possibles des militaires. Oui, mais c'est dans une continuité de la propagande, en quelque sorte, du régime qui se présente comme une démocratie apaisée, légitimée par des élections successives, alors que dans la vie de beaucoup d'observateurs, il y a encore plusieurs centaines de prisonniers politiques, que les élections sont partielles, voire truquées. Donc il y a d'un côté les réalités sociopolitiques et d'un autre côté l'image que veut donner les régimes et ça ne coïncide pas forcément. Dans quelle mesure est-ce que le pouvoir d'Alassane Ouattara peut être fragilisé par ces mutins qui jadis le soutenaient? Oui, c'est en quelque sorte une dette perpétuelle, vous voyez, qu'exercent les mutins, les ex-rebelles sur le président. Tirer l'épée périra par l'épée, mais c'est un peu ça, hein, la métaphore. C'est un pouvoir qui est arrivé par une sorte de coup d'État franco-onusien en avril 2011 et qui est tout le temps dans la répétition, au fond, de cette violence politico-militaire. Comment est-ce que Alassane Ouattara peut sortir de cette relation compliquée avec les soldats, pour ne pas parler de chantage? Vous avez sans doute remarqué que lors des mutineries successives, et maintenant ça fait plusieurs années, il n'y a pas eu diffusion de sang. Parce que si Ouattara faisait intervenir les forces spéciales, par exemple, contre les mutins, ça serait un peu le début de la fin pour lui, parce que il saperait sa propre assise. Vous voyez, ça se transformerait pas en guerre civile, mais entre différentes factions de militaires. Donc la solution provisoire pour lui, c'est effectivement de payer des exigences qui sont sans doute excessives, hein, au point de vue de la nation, parce qu'en période de crise, payer 18 millions et plus des revendications corporatistes, tout le monde
aurait le grade de caporal, hein, cette sorte d'armée à la mexicaine, si on peut dire, ça serait sans doute mal perçu par la population. Et pourtant, il y a cette sorte de vertige, de dette perpétuelle, comme on disait, qui fait qu'il ne peut pas faire autrement que de payer. Donc en fait, c'est sans fin. Oui, c'est ça, c'est sans fin. C'est dans la répétition perpétuelle de l'événement fondateur, en quelque sorte, du régime. Et on ne voit pas effectivement de solution, d'autant plus qu'il y a non seulement les mutins qui sont actuellement sous les armes, mais aussi des anciens mutins soi-disant démobilisés, mais qui veulent aussi, comme ils l'ont dit de manière assez cynique, leur part du gâteau. Au-delà de la peur, comment est-ce que la population vit cette situation de turbulence perpétuelle? Alors, effectivement, la population est en quelque sorte en dehors du jeu. Comme ils disent, c'est entre eux, c'est-à-dire entre le régime et les militaires qui le soutiennent plus ou moins. Et donc, ils se cloîtrent, la population se cloître, et il n'y a non plus aucun lien entre l'opposition civile, par exemple le Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo, et les mutins, qui sont effectivement dans des camps historiquement opposés. Donc, on dirait qu'il n'y a pas d'issue politique ni sociale à ces crises à répétition. Est-ce qu'il y a quand même aussi pas un mécontentement populaire? Vous l'avez dit, le pays est totalement en crise, les cours du cacao se sont effondrés, du coup on a de gros problèmes d'entrée d'argent et des dépenses publiques qui ne seront pas assurées. On imagine que ça doit pas faire vraiment plaisir aux Ivoiriens qui vivent d'ailleurs souvent dans des situations de pauvreté. Oui, alors il y a effectivement deux poids, deux mesures, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a des grèves, alors en quelque sorte sociales, par exemple pour le prix de l'électricité, pour les prix du café cacao qui ont chuté de manière spectaculaire, ou qu'il y a une grève des fonctionnaires, jamais le régime ne donne satisfaction aux revendications en quelque sorte civiles, tandis que sous la pression, il donne une revendication, même partielle, aux revendications militaires. Et du coup, effectivement, la population ronge son frein, puisque, comme on vient de le dire, on ne satisfait pas ces revendications, ni sociales, ni politiques, par exemple, d'ouverture du régime, de libération des prisonniers, et donc, en quelque sorte, la marmite bout de plus en plus, on ne sait pas jusqu'à quand, mais effectivement, il y a toujours des risques d'explosion sociale en plus des explosions à répétition militaire. C'est ça qui est effectivement dangereux pour le régime, voire pour le pays. On ronge son frein, il y a un moment donné où ça explose, ça n'est pas du tout le cas pour l'instant. On n'a pas encore vu d'organisation de mouvement pour dénoncer cette situation ou des marches, etc. Tout à fait. Alors, il y a quand même une conjoncture qu'ont d'ailleurs relevé aussi bien les mutins que les étudiants, que certains syndicalistes, c'est les Jeux de la francophonie en juin prochain. Donc avec 80 délégations de pays francophones, c'est une occasion de montrer à la planète en quelque sorte la réalité de la vie sociale. Et donc c'est un moyen aussi de pression sur le régime. Les Jeux de la francophonie ne peuvent pas se tenir dans un pays, par exemple, où il y a des prisonniers politiques, où il y a des sortes de mouvements militaires à répétition. Et donc là, il y a une conjoncture qui fait qu'il y aura peut-être une ouverture politique qui est indispensable. Et il y a beaucoup, ce qui est paradoxal aussi, il y a beaucoup d'espérance dans le changement à Paris, puisque malheureusement, la France-Afrique est toujours une réalité, que quelque part, la situation politique dans un certain nombre de pays francophones comme la Côte d'Ivoire dépend de l'Élysée. Ils en attendent quoi exactement? Bon, ce qu'ils attendent, alors l'opposition attend peut-être avec trop d'espoir une libération de l'ancien président Laurent Gbagbo qui est actuellement à La Haye via peut-être le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque c'est la France qui quelque part est à la manœuvre depuis avril 2011. L'opposition attend aussi, et différentes parties de l'opposition, y compris le PDCI-RDA qui est quand même sur la touche, une plus grande ouverture politique, voire un gouvernement d'union nationale, et aussi une prise en compte des revendications sociales, bien que sur le plan économique, ça paraisse quand même extrêmement compliqué. Des propos recueillis par Marie Duhamel.